Avec mes camarades de la deuxième heure. Bonsoir Gilles Boutin, journaliste au Figaro. Bonsoir Jean-Michel Salvatore. Bonsoir. Trois avocats dans, non pas ce prétoire, mais ce studio. Jean-Yves Le Borgne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'avocat d'Éric Woerth dans ce procès pour financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Bonsoir Isaac Arnoux. Bonsoir. Vous êtes l'un des avocats de Nicolas Sarkozy. Et bonsoir maître Christophe Ingrin. Bonsoir Pierre Vous êtes Duvineau. également avocat de Nicolas Sarkozy. Qui voudrait commencer déjà pour nous dresser le tableau, nous dépeindre cette salle d'audience qui, j'imagine, était pleine à craquer en ce dernier jour. Avec ce qu'on sait, on avait jusqu'à présent, maître Ingrin, le réquisitoire du parquet national financier qui demandait 7 ans d'emprisonnement pour le président Sarkozy, 5 ans d'inéligibilité, 300 000 euros d'amende. Et donc, dernier jour très attendu avec vous, les avocats de la défense, chacun d'entre vous. Je crois que maître Le Borgne, vous avez plaidé hier, mais donc vous, c'était aujourd'hui, maître Ingrin et maître Arnoux. Comment déjà, quelle était l'ambiance, j'imagine, très très tendue dans cette salle d'audience au tribunal de Paris? Alors, c'était un moment très important puisque on a un dossier de financement dans lequel on n'a pas d'argent. On a un dossier de financement d'une campagne électorale par la Libye dans lequel, à ce jour, on n'a pas découvert d'argent. On ne sait pas quelle est même la somme qui est reprochée à Nicolas Sarkozy d'avoir sollicité, obtenu. On ne sait pas à quoi ça aurait servi. Et donc, pour nous aujourd'hui et pour le président, il s'agissait de démontrer combien on est face à une construction qui est totalement artificielle, qui part d'un postulat qui est la campagne de Nicolas Sarkozy 2007 aurait été financée par la Libye. Et c'est à partir de ça qu'un dossier a été construit et qu'un dossier a grossi en s'appuyant sur des approximations, sur des témoignages qui sont des témoignages très douteux, qui sont surtout nés de l'intervention de la France en Libye en mars 2011. Il y a une vengeance et d'ailleurs on peut pas dire que ça a pas marché puisque le fait que Nicolas Sarkozy ait comparu devant le tribunal correctionnel, que des peines aussi lourdes aient été réclamées à son encontre, ça montre que la vengeance qui a été celle mise en place ou décidée par le clan Kadhafi, aujourd'hui encore, puisque Saïf al-Islam a témoigné à plusieurs reprises. Saïf al-Islam pour nos auditeurs. Le fils de Mouammar Kadhafi. Donc, tout ça est fait pour aboutir à la condamnation de Nicolas Sarkozy, un dossier fabriqué de toutes pièces, une construction intellectuelle dans lequel on n'a aucun élément matériel. Je parle, alors, vous avez entendu à plusieurs reprises que les magistrats, le parquet n'utilisent même plus le mot de preuve. Ils utilisent pour ce dossier le concept de faisceau d'indices, c'est-à-dire une preuve un peu dégradée, nettement dégradée, et même des indices précis et concordants, on ne les a pas. Et donc c'était ce que nous avons expliqué cet après-midi pendant près de 5 heures au tribunal. Et le président a pris la parole en dernier pour dire son souhait, plus que tout, que le tribunal réussisse à dire la vérité dans ce dossier. Et la vérité, elle est très simple, c'est qu'il n'y a pas de financement de la campagne électorale de 2007 par la Libye. Donc vous, votre travail, maître Arnoux, je me tourne vers vous, ça a été de dire que à partir d'un faisceau d'indices, on peut pas requérir 7 ans d'emprisonnement. Alors, notre travail, nous, c'était de partir d'un dossier qui est arrivé à l'audience. On a vécu l'audience qui a duré donc 3 mois et demi. Pendant ces 3 mois et demi, on a vu une accusation changer, une accusation fluctuer. On est arrivé à un réquisitoire qui était d'une grande violence, notamment à l'égard de Nicolas Sarkozy. Et notre travail aujourd'hui, le travail de la défense de Nicolas Sarkozy, c'était justement de repartir de ce dossier et de montrer, et c'est ce que mon confrère Le Borgne a plaidé hier, que le plausible n'était pas possible. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'était le but de cette démonstration. Oui, le parquet qui avait dit que Nicolas Sarkozy était le véritable commanditaire d'un pacte organisé. Voilà, alors tout est faux, il est le commanditaire de rien et il n'y a pas de pacte. Christophe Ingrin. Il n'y a pas de pacte, on ne réussit pas. Alors si vous voulez, toute l'instruction a été fondée sur l'idée que le 6 octobre 2005, Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi se rencontrent pour la première fois à Tripoli et sous la tente de Mouammar Kadhafi scellent le pacte de corruption, un pacte dans lequel l'un s'engage à verser de l'argent pour financer la campagne et l'autre s'engage à faire revenir la Libye sur la scène internationale. Sauf que on trouve pas d'argent et la Libye sur la scène internationale, c'était quelque chose qui avait un phénomène et qui avait précédé de loin 2005 et même l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007. Je vous rappelle que Jacques Chirac lui-même s'était rendu à Tripoli en 2004. Donc ça n'a aucun sens. Donc c'est ce qu'on a encore une fois essayé d'expliquer, mais
là où les réquisitions du parquet sont particulièrement critiquables, comme le disait Isaac, c'est qu'elles sont très violentes, puisqu'on s'attaque à la personne. On dit dans les réquisitions que Nicolas Sarkozy est quelqu'un de cupide. Il n'y a rien dans le dossier, mais rien dans le dossier qui laisse penser ça. Quelle a été la phrase du parquet, justement, lors des réquisitions? On a beaucoup commenté c'était son ambition dévorante. Merci voilà. Jean-Michel Salvatore. Ouais. Une course effrénée vers le financement, une ambition dévorante. Ce qui en droit n'a aucune non, c'est teneur, heureusement pas encore une infraction d'être ambitieux. On en pense qu'on en veut, mais c'est pas une infraction. De besoin de financement, il y en avait pas. En 2005, il est à la tête de l'UMP. Il n'y a pas d'autres candidats qui se dégagent. On nous a expliqué qu'il y avait l'hypothèse Dominique de Villepin, mais c'est pas vrai. En 2005, ça veut dire quoi l'hypothèse Dominique de Villepin? L'hypothèse selon laquelle il pourrait y avoir un autre candidat de la droite en 2007 qui serait Dominique de Villepin, qui aurait le soutien de l'UMP. Mais les choses sont faites de telle manière que quand on était le président de l'UMP en 2005, il y avait de fortes chances que l'UMP vous soutienne si vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Jean-Michel Salvatore va poser une question dans un instant. Je voulais juste me tourner vers Jean-Yves Le Borgne. Est-ce que, la Cour aujourd'hui a été réceptive aux plaidoiries de la défense? Alors, on essaie toujours, les uns et les autres, de lire dans les regards des juges, mais c'est un peu vain comme exercice. Non, ce qui est clair, et c'est ce que mes confrères viennent d'expliquer, c'est que le parquet a construit un scénario, avec de temps en temps d'ailleurs des projections qu'ils appellent gentiment des extrapolations, en concluant par exemple, mais certes le tribunal ne peut en tirer aucune conclusion, mais quand même, et il nous parle de phénomènes qui ne prouvent rien, et toutefois c'est un indice. Au fond, on pose une hypothèse, et ça, c'est assez respectable. On ne peut faire une enquête qu'en posant une hypothèse. Et après, alors même qu'elle n'est pas démontrée, alors même que ces millions faramineux, on ne les retrouve pas. On nous dit, ah oui, c'est vrai, on ne les retrouve pas, mais voyez-vous, en 2012, la campagne électorale présidentielle a coûté très cher. Donc il est probable que ce soit la même chose en 2007. Et comme on n'a pas dépassé le plafond officiellement, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. En gros, on nous propose une histoire qui est présentée, vous le disiez mon cher confrère, comme plausible, comme envisageable, comme au fond quelque chose que rien ne vient démentir, et à partir de là, 7 ans de prison. Jean-Michel Salvatore. Alors vous l'avez dit, donc pour vous c'est une construction, c'est ce que vous avez plaidé. Est-ce que vous pourriez parler de machination politique? Parce que finalement, le débat est là, notamment avec ce qui s'est passé autour de Marine Le Pen. Est-ce que là vous y voyez une machination qui a des motivations politiques? Non, réponse de Christophe Ingres. Je crois que la seule machination, elle est celle qui a été bâtie par les anciens dirigeants libyens. Les dirigeants libyens qui avaient dès mars 2011 font face à l'attaque de la coalition qui est dirigée, en tout cas mise en place et souhaitée par Nicolas Sarkozy et David Cameron, et à ce moment-là ils conçoivent un plan pour se venger, ça c'est certain. J'ai aucun autre élément qui me laisse penser qu'il y a quoi que ce soit d'autre de politique dans ce dossier d'instruction et dans ces reproches qui sont faits, pour lesquels il s'est expliqué, pour lesquels il s'est longuement expliqué aujourd'hui. Et Mediapart et les juges rouges, non, pour vous c'est pas le sujet. Alors, Mediapart a évidemment joué un rôle important dans la construction de l'histoire, et dans le dossier, il y a de nombreux articles de Mediapart qui ont été versés. Je pense, et j'imagine que mes confrères auront un avis assez semblable, que pendant l'audience, la présidente a vraiment veillé à ne pas coller à ces articles et à rester vraiment sur le fond du dossier et pas sur les interprétations qui peuvent être données. Vous voulez dire que, pour reprendre ce que dit Jean-Michel, Christophe Ingres, le Mediapart n'a pas amplifié les réquisitions ou les remarques du parquet national financier? Le parquet national financier, il a face à lui un très gros dossier, et ce serait pas une bonne nouvelle pour le parquet national financier qu'une procédure qui a duré aussi longtemps, qui a demandé un tel engagement en termes de police, de magistrats, qui a coûté probablement aussi cher, aboutisse à une relaxe.
Je pense que la virulence du parquet national financier, elle est faite d'un côté pour protéger. Vous voulez dire qu'il y a une obligation de résultat? Une sorte d'obligation de résultat, probablement. Et puis, il y a aussi une virulence qui est faite pour cacher les très grands manques du dossier. C'est-à-dire que, on vous l'a dit et réexpliqué, l'absence de flux financier qui est un énorme problème. Et dès lors que le parquet en est parfaitement conscient, eh bien, il masque ça en utilisant des termes très violents, très virulents à l'encontre notamment de Nicolas Sarkozy qui était notre client. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes avec 3 avocats sur Europe 1. Nous parlons bien sûr du procès de Nicolas Sarkozy, dernier jour avec les plaidoiries de la défense, avec Maître Ingrain et Maître Arnoux qui sont les avocats de Nicolas Sarkozy et Maître Le Borgne qui voulait prendre la parole. Oui, parce que mon confrère Ingrain parle de flux financiers qu'on n'a pas retrouvés. Mais il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que nous sommes dans un dossier où il y a eu une instruction qui a dû dire une dizaine d'années, on ne trouve pas l'argent, les millions de Kadhafi. Mais avant tout ce qu'on a retrouvé, c'est Takedine, le fameux Ziad Takedine avec des sommes d'argent. Oui, mais les Takedine, il s'enrichit de toutes les manières. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'avant cette affaire, il y a eu l'affaire Bettencourt, où on avait aussi soupçonné que des fonds de Madame Bettencourt avaient financé la campagne de Nicolas Sarkozy. Et là aussi, on avait fait des investigations. Et là aussi, on avait fait chou blanc, on n'avait rien trouvé. Autrement dit, il y a une sorte de mythologie dans tout ça. Et je suis d'accord avec Maître Ingrain quand il dit que il n'y a pas d'action politique sur votre question. Le juge rouge qui voudrait se faire l'ancien président de droite, pour dire les choses clairement, ça je n'y crois pas. En revanche, ce que je crains, c'est qu'il y ait une sorte de parfum de suspicion à l'égard des politiques en général, et qu'au fond, ce qui n'est que possible devienne plus envisageable parce que les politiques sont globalement des personnages suspects. Nous sommes toujours avec Christophe Ingrain, avec Jean-Yves Le Borgne, avec Isaac Arnoux pour parler de cette journée cruciale. Je vous rappelle d'ailleurs, on a appris tout à l'heure que le président Sarkozy serait fixé le 25 septembre sur son sort. Si Maël Assénier tout à l'heure pour le rappel de l'actualité. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Dernier jour de procès du financement libyen pour Nicolas, présumé libyen pour Nicolas Sarkozy et plusieurs autres prévenus. L'ancien président a déclaré aujourd'hui ne pas vouloir répondre à un réquisitoire politique et violent du parquet financier. Nous sommes avec Jean-Yves Le Borgne, qui est donc avocat d'Éric Woerth, et avec Christophe Ingrain et Isaac Arnoux, qui sont les avocats de Nicolas Sarkozy. Et c'est Gilles Boutin qui vous pose la future question. Oui, Maître Arnoux, vous affirmez avec vos collègues de la Défense qu'il n'y a pas de flux financier qu'on puisse retracer dans la campagne de Nicolas Sarkozy. Pour autant, il y a de l'argent qui a été retrouvé, notamment des milliers d'euros de liquide en liquide au siège de campagne. Éric Woerth a été un peu en peine d'expliquer, c'était des dons anonymes, a-t-il dit. Donc, vous affirmez qu'il n'y a pas de flux financier libyen, mais d'où vient cet argent? Alors, je pense qu'il faut distinguer les sujets. Il y a de l'argent libyen qui est parti des comptes libyens, qui est arrivé sur les comptes de Ziad Takedine, c'est un fait. C'est établi par le dossier et le procureur national financier l'a dit d'ailleurs même avant l'ouverture du procès. Il a dit « Nous avons la preuve que 6 millions d'euros sont partis des comptes libyens et ont financé la campagne de Nicolas Sarkozy par l'intermédiaire du compte de Ziad Takedine. » Le seul sujet, c'est que l'audience a mis à jour qu'il ne pouvait pas être déclaré, qu'il y avait un lien entre l'argent qui a été reçu par Ziad Takedine et la campagne de Nicolas Sarkozy. On l'a d'ailleurs démontré aujourd'hui à l'audience, je pense au terme d'une plaidoirie assez factuelle et en tout cas qui s'appuyait très largement sur les pièces du dossier. On a vu Ziad Takedine, quand il recevait de l'argent, il recevait de l'argent parce qu'il effectuait des prestations au service des Libyens et que dans ce cadre-là, il se rémunérait comme ça et il utilisait cet argent à des fins tout à fait personnelles. À aucun moment dans le dossier, il n'a été possible de faire un lien entre l'argent reçu par Ziad Takedine et la campagne de Nicolas Sarkozy. Vous me parlez donc de l'argent et des primes, effectivement, qui ont été versées en fin de campagne électorale. Le parquet lui-même a reconnu dans ses réquisitions qu'il n'y avait pas la preuve que cet argent qui avait été retrouvé et qui, par ailleurs, et je pense que mon confrère Le Borgne en dira peut-être un mot,
était parfaitement légal. Il y avait du liquide parfaitement légal dans la campagne de Nicolas Sarkozy. Alors, il y a eu, au départ de la campagne, des cagnottes, il y a eu il y a tout un tas d'éléments qui justifient. Il y a eu des retraits sur les comptes de l'association de financement de la campagne, etc. Il y a tout un tas d'éléments qui expliquent qu'il peut y avoir du liquide dans la campagne. Dire que le liquide qui a été versé notamment aux assistantes, aux petites mains de l'UMP au moment après la fin de la campagne serait de l'argent libyen, c'est un mensonge. Mais vous reconnaissez que trouver des sommes importantes, ça fait toujours mauvais genre dans une campagne. Alors par ailleurs, les sommes importantes... Sur les sommes en liquide, soyons clairs. Il y a un peu moins de 100 000 euros en liquide qui a circulé, dont on justifie de l'origine. Alors, lorsqu'un témoin nous est sorti du bois pour dire « j'ai vu des billets sur une planche dans une armoire », bah oui, il a vu des billets, 80 000 euros, même si on les a pas eu en même temps, parce que on dépensait, on sortait de l'argent après, mais ça fait de l'argent, et puis c'est tout. Quant aux primes qu'Éric Woerth a distribuées, je dirais que le premier mot que j'ai dit au juge Tournaire, c'est la meilleure preuve que ça n'a rien à voir avec Kadhafi, c'est qu'il s'agit de 30 000 euros. Le dossier en avait trouvé 11 000 de personnes qui avaient reçu des primes en espèces. Et Éric Woerth, interrogé, a dit non, ça fait 30 000. On a dit, mais alors d'où vient cette somme de 30 000 euros? Et il a expliqué qu'au fil de la campagne, il y avait eu des dons qui avaient été déposés, parfois à l'UMP, parfois au QG de campagne, et que c'était ce résidu qu'il avait mis de côté pour ne pas l'utiliser dans la campagne. Et une fois la campagne terminée, il s'est dit, mais j'en fais quoi? Il me dit de temps en temps, j'aurais mieux fait de les donner, de les brûler, plutôt que d'en faire des primes pour les salariés. Alors ça, c'est un problème un peu technique. Ce ne sont pas là des recettes de campagne, ce ne sont pas non plus des dépenses de campagne, mais comme on ne trouve pas les millions de Kadhafi, dès qu'on a 10 000 euros en espèces, serait-il parfaitement justifié? C'est la fête au parquet. Oui. Christophe Ingrand. Il y a quelque chose d'un peu ridicule dans cette construction intellectuelle, encore une fois, d'imaginer qu'on part d'une somme de 20, 10, 5 millions donnés par la Libye et qu'à la fin de la campagne, on se retrouve avec 11 000 euros dont on ne sait pas quoi faire et qu'on va distribuer à des salariés de l'UMP. De deux choses l'une. Soit il y a eu un financement, ce qui n'est pas le cas puisque on ne trouve rien qui a pu être payé. Il n'y a pas de prestataire qui a été payé en cash, il n'y a rien. Personne n'a été payé en cash et l'instruction sur le dossier Bettencourt l'a bien montré. Soit on a eu donc ce financement global et on a tout dépensé, mais imaginez que la campagne de 2007 a été financée par du cash et qu'à la fin, le trésorier se retrouve, après avoir tout dépensé avec 11 000 euros et dit au secrétaire, tenez, on va le partager entre nous, il y a quelque chose de tout à fait grotesque et de ridicule. Si cet argent, il a une origine douteuse, alors on le distribue pas à tout le monde. On le met dans sa poche et on part, et on se tait. Là, en l'occurrence, c'est vraiment pas le cas. Et comme le disait Jean-Yves Le Borgne, ce qui se passe à la fin de la campagne, c'est qu'il y a cet argent qui reste parce que c'est des dons anonymes et que plutôt que de le mettre dans sa poche, dans leur poche, les dirigeants de l'UMP décident de le donner au secrétaire. Il n'y a pas de preuve plus éclatante de leur bonne foi. Si on a de l'argent illégal, on le cache. On le donne pas à tout le monde, comme ça. Maître Christophe Ingrand, merci d'avoir choisi Europe 1 pour témoigner, j'allais dire, juste à la sortie de la séance qui a été celle du dernier jour du procès. On saura, justement, on aura le délibéré le 25 septembre. Nicolas Sarkozy, je le disais tout à l'heure, a déclaré ne pas vouloir répondre à un réquisitoire politique et violent du parquet financier. Chaque mot est important. Il évoque un contexte médiatique et politique détestable. Comment vous traduisez la pensée de l'ancien président? Alors, le contexte, tout le monde le connaît. Je pense que lorsque le président évoque l'aspect politique des réquisitions du parquet, c'est lié au fait que dans les réquisitions, les procureurs n'ont pas hésité à remettre en cause certains choix politiques qui avaient été ceux du président de la République à l'époque. Recevoir Mouammar Kadhafi à Paris en décembre 2007, le parquet a beaucoup critiqué cette décision. Cette décision, Nicolas Sarkozy l'a expliqué très simplement. Il obtient en juillet 2007 la libération des infirmières bulgares et du médecin palestinien. Et dans l'accord qui est trouvé avec Kadhafi pour obtenir cette libération, il y a le fait que Nicolas Sarkozy effectue une visite en Libye, c'est ce qu'il va faire en juillet 2007, et que en réponse, il reçoit Mouammar Kadhafi
à Paris, et c'est ce qui se passera en décembre 2007. Mais cette réception de Mouammar Kadhafi, il y a deux choses à dire là-dessus. Un, elle était déjà dans les tuyaux. Elle était dans les tuyaux depuis 2004, puisque on a retrouvé des télégrammes diplomatiques qui démontraient que, autour de Jacques Chirac, on commençait à préparer une visite de Mouammar Kadhafi en réponse à la visite de Jacques Chirac. Ça, vous les à avez Tripoli. produits, ces Absolument, absolument. Par ailleurs, et autre élément très important, la visite de Mouammar Kadhafi en décembre 2007, elle s'inscrit dans le cadre d'une tournée européenne. Avant d'être à Paris, il est à Lisbonne. Il a planté sa tente dans les jardins du Premier ministre à Lisbonne. Après Paris, il va à Madrid. Il est reçu par le roi d'Espagne, par le Premier ministre. Le maire de Madrid lui remet les clés de la ville et il plante sa tente dans le jardin du Pardo. Donc, rien d'exceptionnel dans la réception à Paris de Mouammar Kadhafi par Nicolas Sarkozy. Et pourtant, on n'hésite pas, le parquet n'a pas hésité à remettre en cause cette décision qui est pour le coup une décision d'ordre diplomatique qui relève des choix du président de la République. Vous voulez dire qu'on s'égare? Vous voulez dire que dans, l'observation de ce dossier, on va sur des terrains qui sont très très éloignés du droit et du seul droit? Absolument, et c'est la raison pour laquelle Jean-Michel Darrois aujourd'hui a replaidé sur le fait qu'il n'appartenait pas à un tribunal judiciaire de juger les faits qui étaient reprochés à Nicolas Sarkozy. Les décisions qu'il a prises en qualité de ministre de l'Intérieur, elles devraient être soumises à la Cour de justice de la République. S'agissant des décisions qu'il a prises en qualité de président de la République, elles sont couvertes par une immunité qui est constitutionnelle. Jean-Yves Le Borgne. Oui, sur le même point, le parquet a soutenu que l'accord occulte entre le président Sarkozy, qui n'était encore pas président à l'époque, et Kadhafi, avait connu des contreparties. Et les contreparties, c'était d'une part la reconnaissance internationale de la Libye, et ça, mon confrère Ingrin vient de le dire, lorsque Nicolas Sarkozy va en Libye, il suit Gerhard Schröder, il suit Tony Blair, tout le monde va en Libye, c'est le moment où la Libye sort de son isolement. D'une part, donc rien d'extraordinaire à ça, aucune contrepartie occulte. Mais voyez-vous, quand on dit une contrepartie, oui, il y en a une, mais cette contrepartie, on dit aussi qu'il y a des contreparties économiques. Lesquelles? Le fait que la France, les grandes entreprises françaises, vont vendre un certain nombre de matériel à la Libye. Mais la contrepartie, elle est pour la France. Et qu'est-ce qu'il y a d'étonnant à un phénomène de ce genre, alors que tous les voyages officiels d'un chef d'État ou même d'un ministre sont précisément dans ce même contexte avec ces mêmes contreparties. Voyez-vous, c'est même pas un contexte, ce sont des objectifs économiques. Absolument. Ce qui fait qu'on est terriblement dépendant dans ce raisonnement du parquet de l'insinuation. Les choses banales et ordinaires sont présentées sous un jour et un ton de suspicion. En attendant, il n'y en a pas un de vous deux, vous êtes trois. Et ma première question, ça a été quelle était l'ambiance? Ça, c'est souvent Jean-Michel Salvatore, qui a été journaliste à Europe 1 pendant longtemps. Quelle est l'ambiance? On dit toujours, quelle est l'ambiance? Racontez-moi. Comment est apparu Nicolas Sarkozy? Dans quel état d'esprit était-il? Est-ce qu'il était combatif? Est-ce qu'il était... on le sait, généralement combatif. D'ailleurs, la dépêche que j'ai lue le démontre. Mais comment est-ce que tout cela s'est déroulé? Bon, on est en effet, et pardon de pas parfaitement répondre à votre question, Isaac et moi, comme Jean-Michel Darrois et Tristan Gauthier, on a plaidé, donc on était plus attentifs et plus concentrés. Ouais. Voilà, et on regardait assez peu la salle, pour tout vous dire. On s'est plutôt concentré. Peut-être que Jean-Yves était plus, comme vous avez plaidé hier. Le président, tout au long de l'audience, au fil des semaines et des semaines qui se sont déroulées, est un homme combatif, indiscutablement. Alors, il a protesté avec la vigueur qu'on lui connaît, oui. Et aussi avec la capacité de raisonnement et de dialectique qu'on lui connaît. Et je pense que ça, c'est important. Avec peut-être, je dirais, ce petit bémol, ce que l'on nous autorise, à nous, avocats, l'autorise-t-on dans l'esprit des magistrats, celui qui comparaît? Il faudrait qu'on s'y mette. Oui, je crois qu'aujourd'hui, le président Sarkozy, il était lui aussi concentré comme nous, parce qu'il a conscience aussi de la gravité du moment. Les peines qui ont été réclamées à son encontre sont des peines très lourdes, sont des faits qui sont vraiment infamants, ce qui lui est reproché. C'est 7 ans d'emprisonnement. 7 ans d'emprisonnement, et 7 ans d'emprisonnement pour avoir accepté l'argent de la Libye,
prétendument, pour avoir financé la campagne. On nous a expliqué pendant les réquisitions qu'avec cet argent, il aurait trompé les Français pour les convaincre de voter pour lui. Bon, et qu'il était l'architecte d'un complot commanditaire, inouï. Quels sont les termes, c'est ça? Le commanditaire Pacte de corruption. du pacte de corruption, d'un pacte de corruption faustien. Et comme on l'a expliqué, il y a eu beaucoup d'adjectifs. Hein, oui, beaucoup. Et encore une fois, c'est vraiment fait pour masquer les faiblesses du dossier. Mais aujourd'hui, il était concentré, il était grave. C'est un moment qui est un moment compliqué, difficile. On a beaucoup travaillé avec lui en amont. Il a été très attentif, très soucieux qu'on fasse preuve de pédagogie vis-à-vis du tribunal et alors pardon pour ce mot qui est très connoté, mais qui peut être utile, qu'on déconstruise le dossier et qu'on démontre que quand on ne part pas du postulat, mais qu'on part des faits, il n'y a rien. Merci Christophe Ingrand, merci Isaac Arnoux, merci Jean-Yves Le Borgne de nous avoir livré ces sentiments sur cette journée qui a été tellement particulière. Et je rappelle donc que le délibéré est attendu pour le 25 septembre prochain pour Nicolas Sarkozy, 20h44.